On peut faire un film avec un téléphone, bien sûr. Vraiment? Oui. Mais est-ce qu'on a envie de le faire? Est-ce que c'est intéressant? Maintenant que tu es avec ton iPhone, je te filme là maintenant, indépendamment du résultat de l'image, ce sera pas la même chose que j'ai une caméra de 14 kg avec 300 € de pellicule dedans qui vont partir en 10 minutes et que je vais te filmer, ta concentration ne sera pas la même. C'est-à-dire que le film ne sera pas le même non plus. Paul Van Haver, qui est Stromae, avec qui j'ai fait mon premier film professionnel en sortant de l'école. Je pense que ce film-là, je m'en souviens, c'était Abracadabra avec Charles Aznavour. Hello tout le monde, c'est Samuel, bienvenue dans ce deuxième numéro de Ciné Massilia. Aujourd'hui, mon invité a l'habitude d'être derrière la caméra. Effectivement, il a tourné beaucoup de longs métrages, de séries télé, des publicités et des séries et des clips musicaux également. Mon invité aujourd'hui, c'est Sylvain Freyens. Salut Sylvain. Salut. Sois le bienvenu. Eh ben merci. Ravi de te recevoir pour ce deuxième numéro. Avant toute chose, tu sais, dans cette interview, on va parler évidemment de ton parcours, l'évolution de ton métier, mais la première chose, on va essayer de mettre un peu les choses au clair, entre guillemets, c'est est-ce qu'on te dit chef opérateur ou directeur de la photographie? Après, moi, je préfère directeur de la photographie. En fait, ça vient, je pense, plutôt des Américains qui disent directeur de photographie. Chef opérateur, il n'y a pas d'équivalent en anglais à dire ça. Je pense que c'est une question que l'art est arrivé, je pense en tout cas, beaucoup plus tôt chez les Américains. Donc on parle de directeur de la photographie, on parle de responsable du look du film. Et chef opérateur, c'est plutôt la personne sur laquelle on va... L'image, il est responsable de l'image, mais responsable, on l'a vu dans le sens mécanique, comme chef des travaux, un truc comme ça. Donc c'est un chef d'équipe. Ok, donc c'est pas qu'une question de vocabulaire, il y a une vraie on dit chef op, définition. mais je pense vraiment que directeur de la photographie, c'est le vrai mot artistique. L'art ici, je digresse un peu, on peut y aller ou pas? Oui, bien sûr. Ok. Tu peux développer évidemment. Et je pense que l'art est arrivé très tard en France dans les films. Avant, on devait éclairer et pas spécialement... On devait voir quelque chose, mais pas spécialement faire quelque chose de beau. On cherchait encore. Donc, je pense que c'est arrivé beaucoup plus tard ici. Donc, c'est resté chef opérateur, mais directeur de la photographie, c'est le vrai. Alors, on va rester sur directeur de la photographie. Tout à fait. Alors, pour commencer cet entretien, tu es venu avec un objet qui a un rapport avec ton métier. Je te laisse le présenter à nos auditeurs. C'est un objectif... Ah, excuse-moi, j'ai chevauché. C'est un objectif, c'est un Zeiss High Speed. Et en fait, Zeiss High Speed, c'est un peu les premiers objectifs que j'ai utilisés à l'école. Dans les premiers films que j'ai faits. Celui-là est venu après, il y a plusieurs, on va dire, générations de ces Zeiss-là. Et ça, c'est la première génération des high speed, qu'on peut appeler aussi les B-speed, parce qu'en fait, il y avait les A, mais c'était pas... Et quand on dit des objectifs haute vitesse, en fait, on parle d'objectifs où on peut faire des photos rapidement. Tu peux monter le shutter de ton appareil photo, donc avoir des images plus nettes. Et ça, c'est resté dans le cinéma, donc on parle d'objectifs haute vitesse. D'accord. En France, on dit géo comme grande ouverture, mais en fait, ça n'a pas de sens. Haute vitesse, c'est compatible sur la photo et sur la... Voilà. Et en fait, cet objectif, c'est un des premiers objectifs high speed. Avant, en fait, les caméras étaient pas sensibles, la pellicule, etc. Et c'est les premiers objectifs high speed hors objectif militaire, on va dire. Et ça, en fait, cette série-là a fait des films comme Taxi Driver, ce genre de choses, etc., qui étaient beaucoup tournés à l'extérieur, dans des rues qui étaient beaucoup moins éclairées que maintenant, avec des caméras beaucoup moins sensibles. Et cette série-là, en particulier cette génération, qui est la première génération, a en fait la particularité d'avoir un bokeh. Ce qu'un bokeh, c'est le flou des lumières ponctuelles dans le cadre, ce que je peux expliquer le plus facilement, triangulaire. Et en fait, le triangle, on peut le placer de plusieurs façons. Et donc, du coup, ça a un impact aussi sur le flou. Ça peut être... En fonction de la position de l'objectif dans la caméra, tu peux avoir un flou qui est plus diffus dans la verticale que dans les horizontales. Donc, c'est vraiment un objectif que tu peux travailler, en plus de sa particularité d'être haute vitesse. Okay, et c'est un de nos premiers objectifs avec qui j'ai voyagé beaucoup, même si par la suite j'avais les moyens, on va dire, de travailler avec des objectifs beaucoup plus chers, mais en fait je voulais, pour deux raisons, m'habituer, aller au fond au lieu de visiter. Je voulais aller au fond d'une série que je trouvais déjà intuitive et vraiment la connaître pour savoir vers où je veux aller
et quelles sont les différences, mais déjà en connaître une. Après, c'est ma façon de faire, et j'étais assez fan de ce triangle qu'on retrouvait sur très peu de films. Donc c'est ton objectif fétiche. C'est un de mes celui avec qui t'aimes le plus objectifs. travailler, J'ai travaillé longtemps avec d'accord. lui, maintenant j'ai d'autres, mais j'y reviens. Voilà, j'y reviens. Et j'imagine que tu as cette connaissance pour chaque objectif, chaque modèle. En fait, je n'ai jamais possédé un objet ni travaillé avec un objet que je n'affectionnais pas. Pour tous les objectifs que j'ai ou pour lesquels j'ai travaillé, j'ai toujours une histoire à raconter parce qu'en fait, j'ai une histoire à me raconter qui me motive à travailler avec ces objectifs-là. D'accord, et ben justement en parlant d'histoire, on va parler de la tienne, Sylvain. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as tenu une caméra entre les mains? En fait, j'ai voulu une caméra pendant longtemps, j'en ai pas eu. Et par contre, j'étais très conscient du découpage, très conscient que je voulais travailler là-dedans, très conscient Et en fait, j'adorais les films de science-fiction. Et donc, du coup, tous les films de cette époque-là, il y avait beaucoup de... Quand on présentait un vaisseau spatial, par exemple, et ben, comme dans Alien 1, par exemple, c'était tout le temps un long travelling qui longe la coque, etc. Donc, dans tous les films de cette époque-là, on montrait la coque du vaisseau spatial. Donc, je sais pas ce qu'ils avaient avec ça, mais c'était comme ça qu'on découpait un vaisseau spatial. Et donc moi, je jouais avec la télécommande de ma TV que je trouvais assez sympa, c'était une Grundig. Et je jouais avec mon œil comme ça, de m'approcher, et je faisais vraiment ce mouvement de vaisseau spatial, etc. Donc je jouais beaucoup plus avec mon œil et observer les choses, on dirait la poussière avec la lumière, etc., ce genre de choses, et surtout à faire à me faire des films moi-même. Et j'avais aussi un appareil photo argentique qui appartenait à mon père, où je jouais avec, mais je ne filmais pas, je ne me prenais pas de photos. D'accord. J'aimais jouer au cinéma cadré. Et t'avais quel âge à ce moment-là? Je vais avoir 6 ans, un truc comme ça, ouais, je dirais. Ouais. Et le cinéma occupait déjà une place importante, on regardait beaucoup de films à la maison, c'était source de discussion par exemple? Non, moi j'ai été élevé surtout avec des contes pour enfants, j'adorais les histoires, donc j'ai surtout travaillé l'imaginaire, donc du coup je pense que c'est peut-être grâce à ça que je n'ai pas de problème à me projeter quand on me parle de quelque chose. Donc je peux facilement imaginer une lumière, me rendre compte, je peux en parler. Et après, par la suite, j'ai appris le vocabulaire. Donc je peux parler de lumière sans devoir faire un plan. Je peux parler à plusieurs niveaux. La question du cinéma à ce moment-là, en fait, ma famille travaillait dans le cinéma. Donc mon père était chef machiniste, il l'est toujours. J'ai un oncle qui est directeur de la photographie. Qui travaillait en publicité à ce moment-là, qui faisait aussi des clips. Et j'avais une tante qui était productrice et un autre oncle chef-op, qui possédait aussi pas mal qui était collectionneur de caméras et de machins, etc. Donc ouais, j'ai un peu joué avec tout ça très tôt. Donc c'était le monde de l'imaginaire et le monde du cinéma étaient deux choses séparées. Je voulais faire ça parce que je connaissais que ça, mais l'imaginaire n'est pas lié, en tout cas à ce moment-là, spécialement au cinéma. Et à quel moment s'est arrêté le monde de l'imaginaire et que tu as commencé à filmer? D'ailleurs, est-ce que tu te souviens des premiers plans, des premières images? J'ai fini par avoir une caméra pour lequel donc les premières images que j'ai fait, c'est des images où je suivais mon père sur les tournages et je faisais les making-of de films. Enfin, je faisais des making-of, je filmais, ça n'existait pas le mot making-of à ce moment-là, mais je filmais des choses qui m'intéressaient, j'étais captivé par la caméra, et je me souviens très bien de la première fois où j'ai mis mon œil ça devait être, à 7-8 ans, un truc comme ça, mon œil dans une vraie caméra à 35, qui était une Arri 4 BL, et qui était la caméra de cinéma, la grosse caméra à pellicule. Et donc voilà, donc j'ai eu la chance très tôt de mettre mon œil dans une caméra, on va dire, comme on voyait dans les films hollywoodiens. Ouais, carrément. Voilà. Et quelle était l'image que tu filmais, justement? Quand je regardais dedans, oui. Je filmais rien, c'était pendant un truc que mon père m'avait proposé d'aller sur... moi, il savait que j'aimais ça. Et en fait, j'étais étonné, en fait, toutes les caméras avaient un œilleton noir et blanc. Moi, j'avais une caméra H8 et c'était noir et blanc. Et donc, en fait, quand j'ai mis mon œil, la seule chose que j'ai dit, c'est « Hey, c'est en couleur !» Donc, c'était génial. En fait, c'est une visée dépolie, réflexe, mais j'étais captivé par le fait qu'on voyait bien, quoi. Donc ouais, c'est beau ce qu'on voit, quoi. Rien qu'à regarder à travers. J'avais pas besoin de filmer en fait. Donc c'était des making-of pour quel film? Des longs métrages que le grand public connaît? Ouais, je traînais un peu sur le tournage, donc j'ai pas les noms de films là. Je pense que ce film-là, je m'en souviens, c'était Abracadabra avec Charles Aznavour et c'était au Luxembourg. Voilà.
Donc je traînais toutes mes C'est pas mal. vacances. C'est pas mal. Ouais, Comme pas début. dégueu, pas dégueu comme souvenir. Et puis après, j'ai fait aussi, j'ai filmé, il y avait des vidéos, là je devais avoir ouais, quelque chose comme 7-8 ans, pareil. C'était un court-métrage qui s'appelait, je m'en souviens en plus, bon, j'ai oublié le titre, c'était avec Margot Thiard, c'était un de ses premiers films. Après, ils ont fait pas mal de films avec elle, avec mon père, et tout ça, c'était un peu une team qui se suivait. Et donc, moi, c'était filmé, c'était les caméras, ça s'appelait Snuff Movie. C'était les caméras de surveillance et c'est une histoire de vol un peu gore, machin, ça. C'était toute une bande comme ça, dont Margot Cotillard en faisait partie. Et j'ai filmé pour la première fois des images professionnelles qui sont dans le film que j'ai filmé moi. D'accord. Je faisais une caméra de surveillance. Mais j'étais super content, je participais. C'était une sûr. caméra de surveillance. C'était un poteau, quoi. Donc, mais j'étais content. Et tu y allais avec quelles compétences techniques, justement? Rien du tout, j'étais juste là. Comme ça. J'étais là, ouais. Spontané. Moi, j'étais là pour la régie, pour aller boire. J'aimais bien le cinéma, j'adorais Ouais. regarder, j'adorais l'odeur des camions, machinerie, etc. L'odeur du bois, des lubrifiants, ce genre de choses, etc. Des rails. Et voilà. Carrément. Et à quel moment ça devient sérieux et que tu te dis ah, j'ai envie de prolonger un peu cette histoire familiale avec le 7e art et moi aussi je vais y trouver ma place? Ça a toujours été sérieux. J'ai Toujours jamais voulu faire autre chose. Donc, j'ai jamais imaginé ma vie dans un autre cadre que le cinéma. Je l'ai projeté en tant qu'acteur, je l'ai projeté en tant que réalisateur, je l'ai projeté et j'ai fini par faire de la photo. J'ai réalisé aussi certaines choses. Mais je n'ai jamais imaginé ni travaillé dans un autre domaine. Voilà. Ok. J'ai toujours vécu dans le matériel ou vivre dans ces genres-là, des discussions à la maison, c'était des discussions de tournage, de technique, des chefs opérateurs qui venaient, des gens que je voyais. Donc je connaissais déjà tout un peu le process sans le découvrir directement. C'est plus tard, quand j'ai commencé à bosser, je me dis en fait, je connais des choses intuitivement que les autres ne savent pas. Ouais, Parce que exactement. j'ai toujours vécu là-dedans, en fait. Tout Il y a eu simplement. cet apprentissage. Donc je ouais, savais dès le où berceau. mettre la caisse, où me placer et parler quand je devais parler. Parce que la première chose que j'ai appris dans le cinéma très tôt, vers 6-7 ans, c'est qu'en fait, tu ne peux pas faire de bruit. Et la première chose qui m'a captivé, c'est justement sur ce film Abracadabra, où j'ai compris ce que c'était vraiment la lumière. Et en fait, ils tournaient une scène de nuit en jour. Ils avaient emballé, ce qu'on appelle un sas maintenant, mais je parle avec mes yeux de 6-7 ans. Ils avaient emballé la maison et ils avaient éclairé en orange, donc lumière sodium, on va dire, à travers des vitraux dans la maison. Et donc moi, je dis, je rentre. On est à l'intérieur. Enfin, il fait noir. Et c'est éclairé, ils ont éclairé. Mais pourquoi ils ont éclairé le noir? Mais en fait, c'est la lumière sodium. Et après, dans les vitraux et tout ça, etc., ça faisait des trucs. Et je me suis tout de suite rendu compte de pourquoi, de comment, etc. Donc ça, et ce projecteur-là, qui est un castor, qu'on appelle un castor ou un 2 kg Fresnel, j'ai pris en photo ce castor. Et j'ai toujours cette photo. Ah bah tu nous la partageras, on la mettra dans notre On peut. interview Voilà, pour la exactement, partager au voilà. plus grand nombre, Ouais. effectivement. Dédicace Et au c'est petit intéressant Sylvain. parce qu'il y a une forme d'évidence, tu découvres les secrets de fabrication de ce métier et Mhm. puis à un moment donc tu apprends sur le tas les tournages, les discussions familiales avec des professionnels. Après, est-ce que tu suis un chemin dit plus classique, aller en école pour peaufiner ton œil justement? En fait, vu que j'ai toujours voulu aller dans une école de cinéma qui s'appelle l'IAD, que mon oncle avait fait, que ma tante avait fait, des amis de la famille avaient fait. C'était un peu l'école où tous les gens que je connais qui bossaient dans le cinéma avaient fait cette école. Donc je devais faire cette école. Donc du coup, mon parcours en primaire, c'était déjà aller à l'IAD. Et École en Belgique, hein? Pour école ceux en qui ne Belgique, oui, connaîtraient pas. exactement. Ok. Institut des arts de diffusion, comme ça D'accord. je le dis en entier. Et donc ma mère ne voulait pas que je fasse d'études Elle voulait pas directement que je travaille dans l'art parce qu'elle sait qu'il y aurait beaucoup de maths et beaucoup de choses à savoir, beaucoup de physique, beaucoup de choses à savoir vraiment mécaniques, on va dire, avant de faire. Donc elle voulait que je sois plutôt fort dans les maths, fort dans la mécanique, de comment construire une pièce, être malin, on va dire, avec mes mains. L'imagination, elle se faisait pas trop de soucis pour moi parce que j'ai passé des années à regarder par la fenêtre, donc ça. Et donc, et l'art est venu, on va dire, quand je devais avoir à 18 ans, on va dire. À 18 ans, c'est venu. En fait, j'avais complètement décroché l'école parce qu'en fait, je voyais plus pourquoi je faisais ça. Je faisais des maths, mais à quoi elles servaient et tout ça.
Et donc, je ratais complètement à l'école. J'étais présent, mais je regardais par la fenêtre, ça ne servait plus à rien, je ne voyais plus, c'était trop loin, le futur était trop loin. Et donc, du coup, j'ai été en art plastique. Et donc là, j'ai appris comment ça s'appelle, à mettre des noms, à connaître l'art, que je ne connaissais pas du tout, à comprendre la lumière, le contraste, les couleurs, la composition. Ensuite, j'ai eu la grippe la même année. J'ai regardé toute la collection de Kubrick et de la même année, etc. Donc tout et du coup, c'est pas arrivé petit à petit. C'est venu d'un coup. En fait. D'accord. Ça veut dire que d'un coup, je suis passé de quelqu'un qui ne sait pas cadrer à quelqu'un qui comprend pourquoi il fait les choses et ce qu'il faut faire. L'envie, elle était profonde. Il y avait une Exactement. Mais il n'y avait pas de porte en fait. J'ai vu la porte, elle s'est ouverte. Et du coup, j'étais dans mon élément en fait. Voilà, tout simplement. Et sur tes premiers projets justement derrière la caméra, quelles ont été les premières erreurs que tu as pu faire? Ça peut être intéressant pour tous les jeunes qui nous regardent, qu'ils soient en école ou non, qui ont envie d'être directeur de la photographie. Quels sont les écueils un peu à éviter au début? Des erreurs. C'est un chemin, donc je ne sais pas si on fait vraiment d'erreurs, je pense qu'on découvre des choses, mais il faut, je pense, en fait, il faut savoir, quand on travaille professionnellement, faire ce qu'on sait faire, ne pas douter en fait, savoir qu'on sait rien, mais ne pas douter de ce qu'on sait. Et en fait, quand tu fais quelque chose, tu dois le faire, c'est tout. Et quand tu te trompes, trompe-toi vite et change de chemin. Hésite pas. Ouais. Et très vite, toi, tu as trouvé ta propre identité, ton propre style, justement le style Freyens, ou c'est petit à petit, au fil des projets? En fait, j'ai été éduqué autrement. Je pense que maintenant, on peut parler peut-être de vieille école ou d'école classique, etc. En fait, un chef-op à la mode, comme l'a expliqué il y a des années, et que maintenant, je pense que c'est toujours valable. De cette façon, il y a plusieurs sortes de chefs-opérateurs, il y a plusieurs façons de l'expliquer. En fait, tu dois vivre dans ta période. Ça veut pas dire que tu dois être à la mode, c'est-à-dire que tu dois savoir ce que donner l'envie de sentir des choses, etc. Mais tu dois répondre à une demande. Le directeur de la photographie, en fait, est responsable du look. Ça veut dire qu'il ne crée pas un look. On lui a demandé de faire un type d'image. Il fait ce type d'image. Un bon chef opérateur, c'est quelqu'un qui sait s'adapter au scénario et à l'envie du réalisateur. Il doit faire l'image qu'il faut faire, pas son image, pas une image, l'image qu'il faut faire. L'image du film qui va fonctionner. Ouais, clairement. Moi, il y a une question là qui me vient en. Et dernière chose, un chef-op à la Ouais. mode, c'est un chef-op futurement démodé. Eh oui, forcément. Ah, ça Là, il y va a une avec, question hein. qui me vient un peu spontanément, c'est-à-dire que c'est intéressant ce que tu dis, tu es au service d'un scénario, de la vision d'un réalisateur, d'une histoire, et puis depuis le début de l'entretien, tu me parles de l'imaginaire. Aujourd'hui encore, l'imaginaire a quelle place dans ton métier? En fait, tu voyages, c'est-à-dire plus tu avances, plus les gens ont vu des choses que tu as fait, donc ils rebondissent sur ce que tu veux faire, toi tu rebondis sur ce qu'ils font, et donc tu essaies un peu de mêler les deux, de proposer aussi certaines choses, c'est un discours. Donc la plupart du temps, on va dire, tu es un complément à lui. Ça veut dire que la personne qui est devant toi, tu vas compléter certaines choses, amener certaines choses, et c'est un dialogue aussi. Mais tu vas répondre à un scénario, tu vas répondre à son envie. Ton but, c'est de faire son film. Être au service finalement. Du film. Exactement. Qu'est-ce que tu cherches concrètement dans le cadre? À quel moment tu es satisfait de ce que tu filmes? Je sais plus. Non, je rigole. Dans le cadre, il faut faire. En fait, il y a plusieurs façons de cadrer, il y a plusieurs façons de faire. Il y a des gens qui travaillent de façon extrêmement précise, que ce soit au cadre, que ce soit la lumière. Ils vont te dire maintenant, je veux que quand la personne se retourne ici, je vois qu'on voit légèrement son œil à moins de diaph, ou qui va te parler de contraste, de rapport de contraste, etc. Moins de diaph, ils ne disent pas ça. Mais il va te parler de rapport de contraste, d'envie, de mouvement, de lumière. Il va faire une danse avec ça. Il y a des gens qui travaillent plutôt, donc l'école, on va dire Tony Scott par exemple, qui lui, il va te prendre une scène comme un plan militaire, et il va te montrer comment on va l'attaquer cette scène. Il va couvrir la scène. Ça veut dire que la personne qui va traiter de la précision, on va faire plan par plan, on va bichonner plan par plan, etc. Chaque plan, on va dire, être presque une séquence en fait, même si ça va être découpé. La façon Tony Scott, la façon militaire, ça veut dire qu'on a une action, les gens font toute l'action, ils ne voient même pas les caméras parce que les caméras sont très très loin, ça tourne très vite parce qu'il y a beaucoup de caméras et la scène est couverte. Donc je pense que c'est à l'aise pour les comédiens, tu laisses une immense plage de jeu, donc c'est deux façons de travailler. Ouais. Et est-ce qu'il y a un réalisateur qui t'a plus marqué qu'un autre ou une réalisatrice par son univers, l'atmosphère qu'il ou elle souhaite infuser dans son projet?
J'aime bien découvrir des choses, donc il y a plein de choses que j'ai aimées. Dans la façon de faire Tony Scott, voilà, ça, je dirais, ça c'est le multicaméra, etc. Ça, c'est une façon qui n'a pas été vraiment imitée, égalée peut-être, mais moins souvent. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. L'énergie est folle, en fait, c'est vraiment une énergie de travail qui est vraiment super dingue, le multicaméra, et surtout à la Tony Scott. Donc ça, je pense que oui. Et ceux avec celles ou ceux avec qui tu as travaillé? À qui j'ai bossé ben là, par exemple, je commence un projet avec quelqu'un de très précis. Et donc ça, j'ai déjà fait son premier film. Et c'est vraiment agréable de travailler là-dedans. Moi, je travaille beaucoup là-dedans. J'arrive, encore une fois, comme je le disais, j'ai pas de problème, peut-être grâce à la façon dont j'ai appris les choses, comme elles sont arrivées à moi. J'ai pas de problème à me projeter, et lui non plus. Donc ça veut dire que quand on se parle, quand il montre des références et tout ça, je sais c'est ça qu'il veut, on parle le même langage. Et on va dire, avec cette personne, il a un vocabulaire, donc on peut parler de plein de façons différentes, on peut parler très technique, à plusieurs niveaux encore une fois, et s'y retrouver et faire ce qu'il faut faire. Et ça, C'est c'est qui? très agréable. Simon Eman. Simon Eman, Voilà. d'accord, très bien. Alors, tu parles de ce rapport, ce lien avec les réalisateurs, mais aussi les comédiens, évidemment, hein, ce sont eux que tu filmes. Est-ce qu'il y a un acteur comme ça qui t'a bousculé par son jeu, par son intensité émotionnelle, que tu as pris plaisir à filmer, qui prend vraiment la caméra? Presque tous, honnêtement, ouais, presque tous. En fait, je les regarde comme des objets, donc je travaille un peu pour eux. Donc je ne suis pas, j'essaie tous de les magnifier. Ils me renvoient quelque chose, ils m'inspirent. C'est un échange de regards. Un comédien, en fait, quand il flatte un directeur photo, en fait, il regarde son propre regard à travers l'œil du directeur de la photographie, mais ça reste narcissique. Mon boulot, c'est de les flatter aussi, Ouais, tout bien sûr. en travaillant pour le Et film. filmer avec sincérité, je pense qu'après ça se Je pense que oui. retransmet Et au pour mieux le cadre, au on en parlait tout à l'heure, en fait, c'est que des fois, tu fais le bon cadre, bien carré, on va dire, bien kubrickien, on peut dire, etc., bien tracé. Et des fois, en fait, ce qui compte beaucoup plus que d'autres, c'est de suivre l'émotion. Donc, chaque film a sa façon de cadrer, chaque film a son écriture, l'écriture de son écriture, la façon de le présenter. Et ça aussi, c'est une osmose d'équipe, c'est un dialogue avec la personne qui réalise. Et voilà. Écoute, j'espère que cet échange, en tout cas, qu'on a tous les deux, va démocratiser aussi l'approche de ton métier, le rendre plus accessible et attirer plus de curiosité. Là, on va entrer dans la partie 2 de notre échange, puisque l'émission s'appelle Ciné Massilia. Donc, on va voir ton lien avec notre chère cité phocéenne, puisque toi, tu es d'origine belge. Exactement. Et maintenant, depuis 3 ans, tu es Marseille de cœur. Moi, je suis Exactement. curieux de savoir qu'est-ce qui t'a amené chez nous, Sylvain. Eh ben, je vais répondre très simplement, le temps. Voilà, je viens d'un pays où il pleut non-stop, donc redécouvrir la lumière pour la vie, c'est une chose, la découvrir aussi dans la vie, c'est aussi agréable. En fait, ici, maintenant, artistiquement, c'est que dans les pays du Nord, tu vas chercher, on va dire, l'inspiration, oui, dans ce qui existe, oui, dans le peuple, oui, machin, etc., mais tu dois avoir des musées. Ici, on va dire, la culture dans les musées n'existe pas vraiment. Il n'y a pas vraiment d'exposition, il n'y a pas vraiment, c'est pas un endroit, je dis un pays, parce que moi je vois plutôt Marseille comme un pays. C'est pas un endroit où la culture se retrouve à l'intérieur. La culture maintenant elle est visuelle extérieure. C'est-à-dire que tu as la mer, tu as les montagnes, tu as l'architecture et ce genre de trucs. Et ça c'est tout aussi inspirant. C'est une nouvelle façon de voir les choses que je trouve beaucoup plus agréable pour le boulot et pour la vie. Oui, bien sûr, et tu as tout de suite ressenti quelque chose de particulier dans la ville, justement, cette atmosphère, l'ambiance qui y règne? Marseille, c'est la culture, tu vas la chercher visuellement. Tu vas la chercher de nouvelles sensations, des sensations comme l'odeur qui va te rappeler des souvenirs. Et en fait, c'est un peu... c'est une nostalgie, mais une espèce de nostalgie du futur qui te donne envie de faire autre chose. Tu dis, ah ouais, ici ça sent le cinéma, il y a quelque chose à faire, il y a un truc c'est très inspirant, je trouve, Ouais, vraiment. mais cette nostalgie, elle vient du fait que tu es déjà venu à Marseille enfant, ado, ou c'était Non, la première découverte? c'est la première découverte, donc c'est vraiment bizarre. Ah c'est oui. vraiment, Ça éveille comme je quelque dis, c'est chose une espèce de d'inconscient, nostalgie presque. d'une future. Ouais, Tu te dis, d'accord. on a envie de faire des choses, on a envie de créer quelque chose. Donc c'est une ville extrêmement inspirante par rapport à ça et qui donne envie de faire du cinéma. Il n'y a rien à faire, quoi. Clairement. Et comment tu décrirais la lumière de Marseille, justement, à des personnes qui ne la connaissent pas? En fait, la lumière de Marseille, même quand elle est dure, elle reste toujours chaleureuse. Moi, j'ai par exemple un souvenir de baignade et tout ça, et je me souviens qu'à une certaine heure,
À chaque fois que j'y allais, à cet endroit, je me disais, c'est magnifique à chaque fois. À chaque fois, l'orange, or, ocre est super beau, les reflets dans l'eau, etc. Parce qu'ici, on vit beaucoup avec l'eau, sont magnifiques. Ça donne envie de faire des images parce qu'en fait, ça te donne envie de vivre en fait cette ville, Ouais, tout simplement. bien sûr. Donc, t'as envie de la partager, comme autant t'as envie de la garder pour toi aussi. Clairement, une Voilà. terre de cinéma, on le voit aujourd'hui avec le nombre impressionnant de tournages qui s'y font, que ce soit du cinéma, des séries, des publicités, des clips. Mhm. Toi, quand tu peux, en tant que spectateur, regarder tout ça et que tu vois Marseille à l'image, tu sens une retranscription fidèle, à la fois dans la narration et aussi dans l'image surtout. En fait, je regarde pas forcément des films qui se passent à Marseille. La seule chose que je vois en participant à ces... Enfin, moi, je regarde des films, en fait. Donc, des fois, il se passe à Ouais. Marseille, je suis content que ça à Mais Marseille. parfois, Marseille est un décor et elle devient un personnage aussi. Tout à fait. Après, maintenant, si je dois dire quelque chose là-bas, ça veut dire que maintenant, par rapport à Marseille, donne beaucoup d'argent à des gens en fait, ils attirent les gens pour la French Riviera, des Américains, des Anglais qui vivent aussi dans la pluie et qui vivent et qui aident à travailler ici, mais ils n'aident pas les gens qui travaillent ici à devenir quelqu'un. Et donc ça, c'est un peu dommage. Après ça, on rentre dans de la politique, etc. Mais je pense qu'il y a un énorme potentiel ici à Marseille, des gens, que ce soit à la réalisation, que ce soit à la technique, de l'assistant à la caméra, de directeur photo, des gens qui ont des envies. Et en fait, on fait croire que Marseille est une terre de cinéma, mais c'est une terre de cinéma pour défiscaliser, pour les autres, mais pas pour les gens qui y habitent. Et donc, le vrai cinéma marseillais, on ne lui donne pas la possibilité d'exister. Pourtant, il y a des loueurs caméras ici. On a une collection d'objectifs et de caméras qui existe nulle part ailleurs dans le monde. Et ça pour l'instant, ne nous sert pas. Et moi, j'espère en tout cas que ça, un jour, ça servira à des gens qui sont d'ici, ou en tout cas qui ont envie de vivre la vraie aventure marseillaise et faire vraiment des films qui ont une identité marseillaise. Et ça me ferait vraiment énormément plaisir. Ouais, je te Je rejoins. fais partie de ça aussi. Ouais, je te rejoins sur cet écosystème marseillais qui est présent. Ça va évidemment des artistes, aux équipes techniques, Mhm. les prods aussi. Donc Exactement. on espère que ça va se développer On va tout faire pour que cet ça se passe. ancrage local. Quels sont les projets que tu as tournés ici à Marseille? J'ai tourné beaucoup de publicités. Des publicités comment est-ce qu'on dit ça, de vêtements, des publicités de luxe, de l'alcool, des choses comme ça, des voitures. J'ai fait pas mal de choses comme ça. J'ai fait aussi des projets de fiction avec un réalisateur marseillais qu'une productrice qui s'appelle Margot Dornano m'a présenté, qui s'appelle Florent Parisi. Avec qui j'ai fait son premier cours et maintenant son deuxième film qui est en finition, et qui est quelqu'un de purement marseillais et avec qui on va faire des choses et pour lequel qui donne envie, en tout cas à d'autres Marseillais, à faire des choses, ou en tout cas à des gens habités, des humains, pas sûr. juste une machine, à venir faire des films ici. Exactement, donner un élan et cette possibilité de travailler, de faire des projets ensemble, effectivement. Et d'ailleurs, tu cites Florent Parisi, producteur de l'émission avec Les Impatients Films. Pour rebondir sur la publicité, Sylvain, donc tu en as fait pas mal. J'ai noté, il y a eu Puma, il y a eu Quick aussi, il y a eu Gaviscon, enfin il y a eu un peu tous les genres. En dans fait, cette moi, activité. quand j'étais à l'école, les gens rêvaient beaucoup de cinéma. Eux, ils rêvaient de cinéma, moi, je rêvais d'image. Donc moi, je voulais d'abord faire un parcours publicitaire. Donc je voulais faire ça, en fait. J'ai pas voulu faire autre chose au début. Moi, ça m'intéressait pas vraiment, la fiction, en fait. Donc je voulais faire des images belles. C'était l'époque de Darius Khondji. J'ai été baigné dans des publicités de luxe en tant qu'assistant caméra. J'ai passé 6 ans à faire ça, avec des caméras extraordinaires. Des caméras que je possède maintenant, que j'ai récupérées, que j'ai remis en état, des films extraordinaires où, en fait, le cinéma avait une autre odeur que maintenant. En tout cas, l'image avait une autre odeur. Les projecteurs avaient une autre odeur, les caméras faisaient du bruit, les caméras c'était quelque chose de très consciencieux. Et donc j'aimais beaucoup cette précision, comme je parlais du film de Simon Eman, dans un projet que je fais. En fait, c'est un profil que j'aime beaucoup parce que je viens de cette précision-là, c'est une précision dans laquelle je voulais travailler et j'ai adoré ça pendant des années. Maintenant, j'adore toujours la publicité, j'adore la précision, peu importe qu'elle ait un nom ou pas, mais
je me penche de plus en plus à travailler en fiction, de m'atteler à travailler en tout cas, à donner cette précision en tout cas dans le film, dans les films de fiction en fait, des films qui ont une âme, tout simplement. D'accord, Quoi. intéressant. On va Voilà. parler d'une pub, j'ai envie de parler de Quick, puisque c'est une des plus connues aussi. Je la mettrai en lien dans la description, puisqu'on a ton portfolio avec ton site internet. Les gens voient ça, ça dure même pas 1 minute, c'est très condensé, comme tu dis, qualité de l'image hyper belle. Mais les coulisses, comment ça se passe? C'est dans un studio, il y a toute une petite fourmilière qui s'organise pour monter cette pub? Oui, en fait, c'était avec un ami qui s'appelle Sébastien Petretti, avec qui j'ai fait mes premiers films, mes premières publicités aussi. Et donc, on tournait dans un studio qui était en fait un hangar à bateau soviétique, tout simplement. Et donc, en fait, dans la conception, c'est un film, vu que c'est une entité. Enfin, ce film dépend. On peut pas le voir comme quelque chose de. Vu qu'on construit le décor, c'est un décor construit. On peut pas le voir. Après, c'est ma façon de voir la chose. On peut pas voir comme un décor et comme une lumière. C'est que le décor a été construit pour la lumière est habitée par le décor, et les deux se répondent. Donc ça, c'est quelque chose que tu vois beaucoup en publicité. Et quand tu construis des gros décors comme ça, ce qui est en fait très important pour la suite, quand tu fais de la fiction ou pour une vie parallèle en fiction, c'est qu'en fait, chaque élément du décor, la taille des lattes, l'espace entre les lattes, l'espace entre le logo et l'arrière-plan pour pouvoir rétro-éclairer le logo, qu'en fait, que la lumière rebondisse derrière et fasse une espèce de halo, etc. Après, je pourrais décrire cette image, qu'en fait, je pourrais vraiment la décrire vraiment parce qu'elle a vraiment été travaillée, le plan large en tout cas. Tout a été calculé à l'avance. On va dire, les lampes qui est au-dessus des bureaux qu'on peut voir dans la publicité, qui était en forme de bun, donc en forme du sandwich qu'on devait vendre pour cette publicité pour Quick. Avec le chef décorateur, à qui j'ai fait beaucoup de projets, qui s'appelle Luc Noël, qui est un chef décorateur extrêmement impressionnant et très cultivé dans les nombres d'or, comment sont construits Versailles, donc avec lui, c'est quelque chose avec qui j'ai été très complice pendant des années avec lui. On a construit ces lumières. Et tout le décor était fait pour accueillir la lumière en fait. Donc c'est une boîte à lumière géante. Et donc oui, voilà, ça veut dire que là encore une fois, c'était vraiment une conception, on va dire, entre le décorateur, les envies de la réalisation, et le produit. Et donc tout ça ensemble a fait que j'adore faire ce genre de choses en fait. Et est-ce que tu trouves le même plaisir dans les clips? Par exemple, il y a eu Nino, il y a eu Weshden, il y a eu d'autres projets musicaux comme ça. C'est quelle approche? Dans les clips, en fait, tu dois faire beaucoup de social. Donc, c'est encore autre chose. C'est un peu comme la publicité, mais à part que tu as un humain à gérer, etc., que tu connais ou pas, ses envies ou pas. Des fois, tu te retrouves avec des gens qui aiment bien la caméra, des gens qui comprennent pas ce que c'est. Donc, c'est encore une autre approche. On essaie que ça soit le plus précis possible, on essaie que ce soit le mieux fait possible. Il y a des gens qui participent à ça. Comme il y a des gens pas du tout. Par exemple, on a Paul Van Haver, qui est Stromae, avec qui j'ai fait mon premier film professionnel en sortant de l'école, qui s'appelle Alors on danse. Et lui, en fait, il a le détail de chacun de ses films. Ça veut dire que lui, il sait qu'il voulait un split screen, il sait qu'on voulait tourner là, il sait que l'histoire c'est ça, il connaît l'histoire, il veut ce type de référence. C'est quelqu'un qui participe pour lui, un peu comme j'expliquais pour la publicité juste avant. Pour lui, il voit un clip et la musique, c'est un tout. C'est quelque chose qu'il doit construire. Il est très conscient de l'équipe en sachant qu'il a fait une école. Donc en fait, on vient un peu du même moule d'une école en fait concurrente à la mienne. Et donc du coup il y a une osmose qui s'est après travailler avec des gens comme ça c'est une chance, c'est pas toujours comme ça. Moi j'aime travailler avec ce genre de personnage. Après le clip on en fait pas, mais tu peux pas deviner avec qui tu travailles, tu peux pas deviner, mais ça reste toujours une aventure et chaque aventure est intéressante à faire. Encore une fois, le parcours est intéressant et même si le clip l'est moins, et si le résultat n'est pas comme on le voulait, c'est toujours une aventure. Chaque film est une aventure. Chaque film est une aventure où on va grandir, on va connaître des choses, on va savoir jouer du pédalier, comment garder une équipe. Parce que aussi notre rôle, c'est de chef d'équipe. C'est-à-dire qu'il faut la garder, il faut que les gens restent heureux. Si on est heureux, on fait un bon film.
C'est une bonne devise, effectivement. Pour revenir sur Stromae, comment s'est faite votre rencontre? Tu te souviens du premier échange? En fait, je le voyais déjà parce qu'en fait, il était à l'école avec mon cousin, il était voisin avec mon cousin. Mon cousin, le fils du chef opérateur. Ok. J'espère que vous arrivez à suivre. Voilà. Et donc, donc il était à l'école avec mon cousin et à un moment, il m'a dit, oui, mais il y a mon pote que tu as déjà vu, qui fait un clip et qui a déjà fait des choses avant et qui veut faire un clip pour une musique qui s'appelle Alors on danse. Et donc, du coup, il fait son truc. Moi, je dis, ouais, c'est cool et tout ça. Enfin, c'est un tube qui envoie. Et donc, on a fait ce truc entre potes, entre gens, lui, les gens qui connaissaient. Moi, les gens, il est sorti de l'école en même temps que moi. Les gens qui connaissaient lui, les gens que je connaissais moi. On a mixé tout ça et on a fait Alors on danse, qui est un des plus grands succès, en tout cas en nombre de vues, mondial, je dirais presque. Qui passe encore Parce qu'en en radio et en télé. Hein. francophonie, je Ouais. pense qu'il n'y a pas, il y a rien qui a égalé ça. Ok. Je suis parti tourner comment ça s'appelle, en Amérique du Sud pendant que c'était la mode d'Alors on danse. Les gens étaient là dans les soirées, à la Hold Dance. Et voilà, il y a beaucoup d'artistes maintenant, Ouais. on va dire nationaux de francophonie, qu'on n'a jamais entendu comme ça à l'international. Je ne connais pas de succès égalé en tout cas. Non, ça fait Cette partie de musique en ces- particulier. En tout cas, ça fait partie de ces rencontres marquantes, professionnellement, humainement. Exactement. Ouais. Et qui nourrissent après les prochaines. On va parler de la série aussi, puisque plus récemment, il y a eu Marie-Antoinette. Donc, on sait que c'est des grosses productions. Si je ne m'abuse, c'est Canal+ qui produit, Oui. qui distribue aussi. Donc, c'est beaucoup de décors, de costumes. Être dans un autre univers, le rythme série, comment tu l'as abordé? Le rythme série, j'ai envie de dire, c'est pas très intéressant, quoi. Le rythme série, c'est quelque chose, en fait, c'est un scénario qui existe, c'est une machine qui est déjà en route, c'est à toi de te greffer sur la machine, le train roule déjà. Et toi, tu dois rebondir sur ce qui existe, sur les envies futures, sur ce qui a déjà existé, et ce qui se passe maintenant. Les réalisateurs changent, les productions sont très exigeantes, la vitesse, on parle de vitesse à ce moment-là. Donc c'est tout un processus qui est enivrant. Et après, on voit quand même comment ça s'appelle, des décors que peu de gens ont vus. J'ai quand même été à Versailles, dans des pièces qui étaient pour nous. Donc des pièces où tu vas visiter, vous êtes 400. Donc là, c'était moi quelque chose. Moi, j'adore ce genre de choses. Comme je disais, je vais à des contes de fées, ce genre de trucs. Après la science-fiction, et aller là, on faisait Marie-Antoinette, quoi. Je veux dire, on n'est pas en train de, on faisait Marie-Antoinette à l'endroit où ça s'est passé. Et après, la conception des décors et tout ça, c'est extrêmement impressionnant. Je me souviens de la première fois que j'ai visité le décor. J'entendais des voix, mais je devais trouver comment me diriger dans le décor. C'est un décor où on est sur 2 plateaux, à Brie-sur-Marne, et tu peux te perdre dans un décor construit par des humains. Donc, je suis pas souvent impressionné. Je pense que c'est sur Marie-Antoinette que j'ai été vraiment impressionné de quelque chose. Ok. Je parle de technique, en tout cas. De D'accord. technique de décoration. Là, on parle de plus que de la décoration. Ouais. Sur ce côté, cette notion un peu, c'est rush, c'est la course, c'est là où tu as eu le plus de défis, justement, en tant que directeur de la photographie, ou par rapport à d'autres projets, non? J'ai pas été directeur de photographie sur ce projet-là. Moi, j'étais opérateur. Opérateur. Donc, Ouais. la petite différence pour celles et ceux qui. ne Opérateur, saisissent j'étais cadreur. Ça veut dire que je Ok. faisais, je faisais la caméra. Je m'occupais principalement des plans rapprochés de Marie-Antoinette. Je m'occupais des visages. Donc c'est peut-être pour mon expérience de publicité qu'on m'a choisi pour faire ça, cette partie-là. Et j'ai évidemment fait des séquences à la photo également, mais je n'ai pas été. J'étais principalement sélectionné pour le cadrage de l'actrice qui fait Marie-Antoinette. pas. D'accord. Et est-ce que justement, tu as eu des grands défis comme ça, des grands challenges où il a fallu filmer quelque chose d'un peu fou, un plan dont tu te souviendras toute ta vie? En fait, il y avait dans cette série-là particulièrement, il y avait des longs plans dialogués où il fallait vraiment, l'idée c'était on rebondissait sur moi j'ai eu la chance de faire la saison 1 et la saison 2, mais il y a eu plusieurs blocs, plusieurs personnes à la photo, plusieurs ambiances.
moi j'avais fait le premier bloc de la première saison, ensuite j'ai fait le deuxième bloc de la dernière saison. Donc j'ai skippé toute une partie de cette machine. Et en fait, on devait vraiment se coordonner pour suivre. En fait, ils voulaient tout le temps qu'on soit tout près du comédien, qu'on soit avec, qu'on soit tout le temps un peu travaillé au couteau. Donc du coup, c'était un peu un défi qui était un peu physique et aussi de trouver le rythme avec la comédienne, la rendre bien, elle qui était très portée, qui va dire qui s'exprime, on va dire gestuellement, qui bouge, qui change d'état, et il fallait suivre ça, etc. Et je pense que le défi, c'est surtout sur la longueur. On parle quand même de quelque chose où on devait rentrer un certain nombre de minutages par jour pendant plus de 3 mois. Ah ouais. Donc, Il y a un rendement, effectivement, il y a voilà. un rendu qui est attendu. Exactement. Au bout de ça, intéressant. Maintenant, on va parler un peu de ton point de vue sur ton métier. Actuellement, on sait que le cinéma, il y a pas mal d'évolutions, plus ou moins positives. Hein. Ça, c'est la subjectivité de tout à chacun. Par exemple, pour les scénaristes, on parle de l'intelligence artificielle. Pour toi, derrière la caméra, il y a beaucoup de réalisateurs et des grands noms, hein, pour ne pas les citer, qui disent qu'on peut filmer aujourd'hui avec son iPhone, un smartphone. C'est quoi ton point de vue par rapport à ça? C'est vrai? On peut filmer avec tout. Est-ce qu'on peut faire un film avec un téléphone? On peut faire un film avec un téléphone, bien sûr. Vraiment? Oui. Mais est-ce qu'on a envie de le faire? Est-ce que c'est intéressant? Voilà. Chacun son point de vue. Il y a des gens qui veulent filmer ça. Est-ce qu'ils ont l'envie de filmer ça? Moi, ce qui m'a attiré dans ce métier, et je pense que pas mal de gens, c'est en fait, c'est l'amour des optiques, l'amour du cinéma. Et le cinéma, encore une fois, c'est une ambiance. Ça veut dire que le fait que maintenant que tu es avec ton iPhone, je te filme là maintenant, indépendamment du résultat de l'image, ce ne sera pas la même chose que j'ai une caméra de 14 kg avec 300 € de pellicule dedans qui vont partir en 10 minutes et que je vais te filmer, ta concentration ne sera pas la même. C'est-à-dire que le film ne sera pas le même non plus. C'est-à-dire que maintenant, la différence, c'est par exemple quand tu tournes avec une caméra, on va dire pour aller une caméra avec de la pellicule dedans, donc il y a un certain coût. Quand tu vas tourner là-dessus, que tu vas faire un travelling par exemple. Maintenant, tu vas faire un travelling avec ton iPhone, on va dire. Tu fais un travelling avec ton iPhone avec le comédien. Qui s'en fout de toute façon, on va la refaire, ça coûte rien. On fait le travelling, il est raté, c'est pas grave, on va la refaire. Ça peut se passer comme ça. Ou il peut y avoir une dynamique avec quelqu'un qui a un nom derrière, qui arrive à donner une énergie par rapport à ça. Mais quand tu as une caméra qui coûte cher, quand tu as une caméra qui est grosse, qui arrive en travelling devant toi, etc., le chef machiniste, il veut revoir l'image tout de suite et il se retourne vers toi, il va dire c'est bien. Donc le film n'est pas le même. Voilà. Tu te sens Chaque film, chaque envie, chaque personne a l'outil dont il a besoin, dont il a envie. Voilà. Bon, pour l'instant, on n'a pas vraiment vu de long métrage au cinéma filmé avec un téléphone. Bon, je pense au dernier film, un des derniers films de Claude Lelouch, par exemple, La Vertu des Impondérables. Bon, Claude Lelouch a pendant 50 ans fait avec toutes les caméras possibles et imaginables. Donc, est-ce que c'est une expression un peu galvaudée, j'ai l'impression, ou un faux espoir pour les jeunes qui n'osent pas se lancer et se dire c'est vrai que le cinéma ça coûte cher, donc finalement avec mon iPhone je peux me lancer. Est-ce que ce serait un conseil que tu donnerais toi, par expérience? Ça dépend des envies. Maintenant, Lelouch, on parlait de Lelouch. Lelouch, c'est quelqu'un qui a quand même traversé les âges, qui a vu plein de choses, qui vient d'une génération aussi où c'était la nouvelle vague, où il a plus ou moins participé à ça, mais lui, il a continué à évoluer, beaucoup plus que d'autres. Donc tourner avec un iPhone, c'est possible selon les envies, comme tu dis, selon le projet. Voilà, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie d'être, ce qu'on a envie de montrer de soi, ce qu'on a envie de montrer aux autres, tout simplement. Et comment ton métier il évolue, toi, en tant que directeur de la photographie? Est-ce qu'il y a des évolutions notables? Ou ça reste... comment tu l'as vu, en tout cas, évoluer au fil des années? Ça veut dire que ce qui a évolué de la direction photo, c'est je dirais pas des nouveaux outils. Juste que maintenant, avec certaines caméras, on ose plus, les caméras digitales, on ose plus essayer des choses qu'on n'essayait pas avant. D'accord. Et donc, je pense que l'évolution des techniques d'éclairage et tout ça ont avancé avec ça, le choix des optiques également. Et je pense que ça a amené à une nouvelle inspiration. Mais ça n'a pas changé fondamentalement. Un film reste un film. Et un film restera toujours un film. Un film n'aura un poids que parce qu'il y a, on va dire, il y a une vraie image, une vraie idée, des vraies personnes derrière. Si on enlève le cœur en fait de ça, le film ne sera plus intéressant. On éteint tout le cinéma. Clairement. Et toi, en tant que spectateur, quand tu es dans une salle de cinéma, tu arrives à te concentrer sur le film ou il y a une déformation professionnelle à dire ah, le cadre... Je gère les deux.
Je gère les deux. Et quand c'est un bon film, en fait, t'oublies dedans quand c'est bien fait. Ouais. Encore une fois, quand le film est synchro, quand le scénario est synchro à la production, quand la production est synchro avec la photo, quand la photo est synchro avec le scénar, etc. Quand tout s'aligne, et ça peut se voir. Et notre boulot en tant que chef opérateur, directeur de la photographie, mais plus chef opérateur parce qu'à ce moment-là, on est chef d'une équipe, cette partie-là en tout cas, ça veut dire qu'on a répondu à la demande comme il fallait. Très bien. Bah écoute, avant d'entrer dans le climax de cette interview, Sylvain, je te propose un tour d'horizon de tes prochains projets. De quoi peux-tu me parler? Continuer à visiter, voilà, Marseille. continuer à visiter Marseille, de me concentrer, comme je le fais toujours, on va dire, à attirer des gens, à vouloir faire des images, à moi faire des images, m'inspirer de cette nouvelle vie, m'aspirer à travailler ici, m'aspirer à travailler ailleurs. Parce qu'en fait, quand tu es à un endroit qui te manque, aller ailleurs, ça te permet que l'endroit te manque et de le voir d'une nouvelle façon. Donc, mon projet est qu'on puisse faire des films ici et de pouvoir exploiter tout ce potentiel des gens, le mien, celui des autres, de tout qui on veut, quoi. Et comment on peut suivre ton actualité? Alors, il y a le site internet. Alors, il n'y a pas de réseaux sociaux. Moi, je suis quelqu'un de très ouvert, ça veut dire que Oui. moi, je peux parler à tout le monde, Comment on peut te peut contacter, voir par exemple? sur mon site internet. Le site Voilà, internet. il y a mon Tout est numéro là. de téléphone, D'accord. mon adresse mail, et qu'est-ce que je voulais dire en fait, moi, j'ai pas besoin de parler, il suffit de voir mes images, mon parcours, je peux parler avec les gens, mais qu'on voit. En fait, mon boulot, c'est pas d'avoir un réseau social, c'est de remplir les images des autres, de faire des images pour les autres. On Clairement. serait un peu comme un cuistot qui met son doigt dans la soupe, on va dire. Ouais, moi je préférais l'expression d'avant. Mais l'image d'avant était bien. en C'est tout quoi cas. quelle image? Sur l'aspect de la caméra, tu sais que ici chaque échange a son dernier acte. Ouais. Donc je vais te poser 3 questions pour te voir un peu sous un autre angle. On va dire, la première c'est dans ton parcours, de quoi est-ce que tu es le plus fier? D'avoir assumé mon parcours, de n'avoir eu que ce parcours-là, d'avoir pu des fois transporter des gens avec moi. Ça veut dire que par exemple pour être dans la façon dont je voulais être directeur photo, c'était une école l'école que j'ai choisie, parce qu'on est tout le temps dans le prisme qu'on a choisi. Tu veux faire de l'Instagram, tu te dis que c'est important pour toi, dans ton prisme. Dans le prisme que j'ai choisi, c'était plutôt faire un film et montrer ce que tu peux faire. Et donc j'ai fait 2 films comme ça que j'ai produit, réalisé et fait la photo. Et j'ai emmené plein de gens avec moi et on a vécu les plus belles aventures que je n'ai jamais vécues sur aucun tournage. Que ce soit dans l'envie artistique d'amener les gens avec moi, cette cohésion entre toute l'équipe pour faire des images extraordinaires, dans une aventure qui était aussi extraordinaire. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vécue de ma vie. Et quel est ton plus grand rêve aujourd'hui? Continuer à faire des films. Continuer à faire des films. De la science-fiction? Que ce soit la réaliser ou que ce soit faire de la photo. En tout cas, continuer à visiter et donner envie et que les autres me donnent envie aussi. Parce qu'en fait, c'est toujours dans le partage que ça se passe. C'est des gens qui avaient envie et qui savaient qui m'ont donné envie. Et ça se passe toujours, c'est toujours l'œil avec le comédien. Et si on a un groupe à pouvoir faire les choses, si on grandit ensemble, qu'on s'aide tous, ce sera bénéfique pour chaque personne. Et tu lui dirais quoi au petit Sylvain, là, s'il était assis en face de toi, qui a 6 ans et qui regarde la science-fiction, les faisceaux lumineux? Continue. Et il serait fier du parcours accompli jusqu'à présent? Ouais. Il dirait, Ouais, il y a encore des choses à faire. Je suis toujours le petit Sylvain, on est toujours au début. Donc voilà, Bien tout sûr. va bien. Merci beaucoup Sylvain d'avoir été ce 2e invité dans Cinéma Silla. Ça a été un vrai plaisir de t'avoir à mes côtés pour parler de ton métier, le démocratiser, en avoir une autre approche. Donc merci pour cet échange. Avec grand plaisir. Donc on conclut l'émission. Pour la conclure, je t'invite à nous mettre un petit mot sur le logo de Cinéma Silla. Une inspiration, ce qui te vient, un petit mot. Le stylo est à toi. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ce 2e numéro de Cinéma Silla. Je vous invite vivement à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, TikTok, YouTube, bien sûr, à mettre des likes, à partager auprès de vos amis qui aiment le cinéma ou qui ont envie de le découvrir justement sous un autre aspect. Parce qu'ici, on parle des gens passionnés, qu'ils soient marseillais de cœur ou de naissance. Il n'y a que des parcours authentiques et de la sincérité qui s'en dégage. Donc merci de nous suivre dans cette belle aventure sur Cinéma Silla. On se donne rendez-vous pour le 3e épisode très prochainement.